Bonjour à tous, ici Gabriel Garneau pour un autre épisode du podcast Discover. Bienvenue. Très content de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle d'un sujet très délicat. Un sujet qui est probablement très peu abordé de cette manière-là parce qu'il va y avoir beaucoup de concret, beaucoup d'anecdotes très actuelles et très dans l'événement. On va parler aujourd'hui de la mort. La mort en soins hospitaliers. Et ça, c'est pour moi. Là. La mort, il y en a partout. Mais là, aujourd'hui, je vais te parler de mes expériences. Comment j'ai appréhendé ça, à quoi je m'attendais, qu'est-ce qu'il y en est réellement avec les événements que j'ai vécus. Puis voilà, je vais commencer de même. Écoute, juste avant, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à partager. Si tu aimes le contenu, ça aide beaucoup ma chaîne à se développer. Puis c'est bon pour le référencement si tu laisses un petit commentaire en plus. Fait que ça, c'est juste quelque chose qui t'appartient à toi. Tu fais ce que tu veux, rendu là. Fait que je continue. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, ma relation avec la mort. Mais là, je vais relier ça à moi parce que, comme tu vois ici, il y a personne pour raconter d'autres anecdotes reliées à la mort. Donc, ça va être moi. Donc, voilà. Donc, à la base, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'événements avec les décès. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes dans ma famille qui sont décédées. Il y en a eu 3 dans les 6 dernières années. Des gens quand même très significatifs. Mais j'ai vécu 2 de ces décès-là alors que j'étais à distance. Donc, j'ai pas assisté à un décès dans la famille. J'ai pas été présent lorsque quelqu'un est décédé dans ma famille. J'étais toujours, c'est ça, soit je faisais le tour de la Gaspésie, ça s'est passé là, soit qu'il fallait que je retourne étudier dans le bas du fleuve et c'est là que ma grand-mère est partie. Puis voilà, donc c'est à peu près tout ce que je sais intrafamilial. Par contre, quand j'ai voulu m'aventurer dans le métier de préposé aux bénéficiaires, je me suis dit, bon, là, il va falloir que... En fait, pas il va falloir, mais je vais assurément découvrir ça un jour ou l'autre. Là. Je vais sûrement voir quelqu'un de mort, de voir une personne décédée à un moment donné. Tu sais, c'est comme inévitable, je vais travailler dans un domaine pour ça. Fait que j'avais beaucoup d'appréhension. Je savais pas à quoi ça allait ressembler. Tu sais, est-ce que la personne va être tétanisée? Tu sais, est-ce que ça va être raide tout de suite? Est-ce que... Je sais aucunement, tu sais, à part quand tu checkes dans les films, tu sais, t'as peut-être une idée de à quoi ça peut ressembler, mais si t'en as jamais vu de cadavre en face de toi, là, qu'il faut que tu prépares puis que tu mettes un linceul pour que tu envoies le corps à la morgue, là, c'est une autre game, là, tu sais, c'est à dissocier complètement. Alors, pour te mettre dans le bain, je vais te raconter une première anecdote qui s'est passée il y a peut-être 1 an et quelques, alors que j'étais sur l'équipe volante. Je me promenais dans tous les départements, dans l'hôpital, d'un corps de travail à l'autre. Ça a donné que j'étais en cardiologie cette journée-là. Puis, il y avait un patient qui était en soins palliatifs, en fin de vie, dans une chambre. Il fallait le tourner aux 2 heures pour son confort aussi, puis pour éviter aussi qu'il y ait des plaies de pression, parce que ça arrive très vite. Si on ne mobilise pas un patient fréquemment et rigoureusement, ça arrive, puis c'est pas long. Là. Ça creuse dans la peau. C'est pas beau à voir. Puis là, cette personne-là, on s'était fait dire qu'elle est très fragile quand on le tourne à gauche puis à droite. Tu sais, le changement de position le rend très inconfortable. Fait que il faut lui donner de la morphine souvent pour qu'il soit confortable. C'est des soins de confort. Donc, on arrive dans la chambre, là, il y a la famille. Tu sais, là, c'était pré-COVID. Là, tu sais, donc, toute la famille est là avec des chaises. Il y a même un lit de camp parce qu'il y a quelqu'un qui voulait passer la nuit là. Fait que là, on dit, bon, OK, on va aller, on va mobiliser ce patient. Est-ce que vous pouvez sortir le temps qu'on fasse ça? Fait que là, les gens, ils sortent. Là, cette personne-là, tu sais, elle n'est pas consciente totalement. Tu sais, elle est tellement binée par la morphine, puis en même temps, cette personne-là ne mange plus, elle bouge plus, elle est rendue grabataire vraiment. Là, elle est clouée à son lit.
depuis plusieurs jours, elle mange plus, il n'y a quasiment plus d'urine qui sort. Fait que le but, c'est de rendre sa fin de vie confortable. Donc, on s'en tient au minimum avec la médication pour pas qu'elle souffre. Je pense que c'est ça. J'ai quand même une bonne idée, là, mais je ne suis pas dans les dossiers, mais c'est ça. Le but, c'est de rendre la personne confortable le plus possible. Donc là, on commence à la mobiliser. On tourne le patient vers moi. On met les oreillers pour qu'elle regarde de mon côté à moi, parce que c'était rendu à son côté. Là, tu vois que la personne, le patient, à la base, il a les yeux fermés. Il fait comme des espèces de pauses respiratoires. Puis là, c'est vraiment spécial. Je sais pas si tu as déjà vécu ça ou si tu es déjà allé voir quelqu'un de ta famille, mais c'est assez particulier comme moment. Tu revis pas ça à toute heure de la journée. Puis là, on voit moi et la personne à qui on faisait la mobilisation, on voit que le patient, il vient comme inconfortable. Là, il ouvre les yeux. Puis là, il me regarde, Puis là, j'y tiens la main, je fais comme un toucher, comme apaisant, Puis là, il continue de me regarder. Puis là, tu vois qu'il respire comme pu. En continuant de me regarder, mais là, moi, je le regarde, en même temps. Là, je commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Là, il fait un autre souffle. Puis là, il continue de me regarder. Puis c'est tout. Il est mort comme ça. Fait que ça s'est passé très vite. Comment que j'ai réagi à ce moment-là? Je pense que j'ai bien fait ça. J'ai pas paniqué. C'était la première fois que j'assistais à un décès. Tout ce que j'avais à faire, c'était rien, puis d'être présent. Par contre, la coéquipière avec qui j'étais, elle n'a pas trippé pantoute. Elle était là, non, faut pas que ça arrive avec moi, Fait qu'elle est comme partie. Fait que là, elle a comme averti l'infirmière. Puis là, après ça, la famille a comme été au courant. Puis ça a été un peu le brouhaha. Mais c'est ça, là, le patient était décédé quand la famille était sortie. Fait que, tu sais, il y a du monde qui disent, ouais, ils attendent le bon moment, tu sais, pour... Tu sais, des fois, ça arrive des gens qui attendent de la famille pendant 2-3 jours, mais la personne était dans cet état-là. Aussitôt que la famille arrive, mais là, la personne, elle meurt. À part, tu sais... Des fois, je sais pas trop comment interpréter ça. Est-ce que le patient attendait qu'il n'y ait plus de famille pour se laisser aller? Tu sais, je le saurais probablement jamais. Mais c'était quand même assez spécial. On l'a pas vécu de la même façon, ma coéquipière puis moi. Puis pour une première fois, je pense que j'ai été posé, calme et rassurant pour la personne qui est décédée. À mes yeux, en tout cas, parce que je me suis pas senti en perte de contrôle. Tu sais, j'étais vraiment présent pour cette personne-là. Puis, je pense que c'est une des meilleures façons d'accompagner quelqu'un vers la mort. Une autre anecdote en lien avec le sujet directement. J'étais à l'urgence cette journée-là, cette soirée-là. Je ne m'occupais pas de ce patient-là en question. J'étais dans, exemple, vous êtes le patient, puis moi, je suis dans une chambre... une en face de l'autre. Fait que quand je travaille dans cette chambre-là, je suis capable de voir le patient de l'autre bord, qui est dans sa civière. Ce patient-là, il avait le Parkinson, disons, une phase assez légère. Il était quand même autonome. On pouvait le laisser aller, mais il fallait le watcher, plus pour les risques de chute. Puis là, pendant la soirée, je m'en vais dans la chambre, en face de ce patient-là. Je m'en viens mobiliser la patiente avec l'infirmière. Et c'est aussi l'infirmière du patient en question. Là, le patient, il se fait aider pour lever, il s'en va au fauteuil, il reste là quelques instants. Là, je continue de travailler. Là, je me revire du coin de l'œil, il s'en va aux toilettes. Donc là, je dis à l'autre préposé, suis-le, tu sais, faut pas qu'il tombe, tu sais, accompagne-le aux toilettes. Là, il suit, il va. Là, ça reste comme ça. Je participe aux soins dans la chambre de l'autre patiente. Là, après quelques minutes, je me revire la tête.
Là, je check la civière. Le patient, il est pas nécessaire. Il est revenu, mais il est dans la civière, puis il est gris pâle. Là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Là, on finit les soins, puis on se dirige tranquillement vers la civière, puis on fait, ben, Simonac, le patient est mort. Le préposé l'avait ramené de la toilette. Ce qu'il pense, c'est qu'il a fait un choc vagal. Puis, ils m'ont dit que des fois, ça arrive. Quand tu forces trop aux toilettes, ça peut te créer un choc vagal. Mais cette personne-là en est probablement décédée. J'ai pas suivi, mais c'est ça que le médecin à côté disait. Puis ça lui a été rapporté après ça. Ça a peut-être été dilué. Là. Peut-être que le message a été moins fidèle par la suite, mais ils disent que c'est peut-être un choc vagal. Fait que oui, c'est ça. Cette personne-là est allée aux toilettes. Elle est revenue. S'est fait aider pour se coucher à son lit. Puis, ben, elle en est morte après. Fait que ça sonne. Là, en plus, t'es à l'urgence. T'as plein d'autres priorités. Là, tu fais « Ah, shit, un décès. » Bon, ben, OK. Bon, ben, c'est plate, mais OK, next. On va s'en occuper, là. Mais il faut que ça roule pareil. T'sais, on peut pas assurer une attention maximale. Il faut que les autres gens qui sont encore vivants soient traités du mieux de nos capacités. On ne peut pas se morfondre éternellement. Il faut passer à autre chose. Puis ça, c'est une force qu'il faut avoir parce que des fois, ça peut arriver plus vite que prévu, comme dans cette situation-là. Et là, ces temps-ci, là, j'ai eu depuis novembre un poste aux soins intensifs à l'hôpital où je travaille. Puis, on a beaucoup de cas de COVID qui rentrent. Puis, c'est à la base, ça attaque les poumons. C'est vraiment que il y a beaucoup de pneumonie, de poumons fibrosés chez les patients. Donc, tout, c'est de la manière que ça se passe, ça vient créer des petites cicatrices dans tous tes poumons, dans tes poumons. Fait que tes poumons deviennent moins extensibles. Fait qu'ils prennent moins d'expansion quand tu respires. Fait qu'il y a moins d'air qui rentre, il y a moins d'échanges gazeux. L'oxygène est moins acheminé dans ton corps pour que ton corps fonctionne bien. Fait que tu es constamment essoufflé. Là, je parle pour ceux qui sont pas intubés, ceux qui sont conscients puis qui rushent là, avec leurs poumons. Ils ont un gros masque qui leur pitch de l'air. Il leur pitch de l'oxygène. Des fois, la machine elle fonctionne à 100% de sa capacité. Puis, quand on parle de la saturation au doigt, là, quand tu satures, exemple, entre 96 et 100%, c'est une très belle saturation. Mais eux autres, des fois, les poumons sont tellement maganés que même avec la machine qui fonctionne à pleine capacité, ta saturation, des fois, est à 82, 83, 87. Puis aussitôt que tu te mobilises, que tu te lèves au fauteuil, ben là, ça descend à 75. Des fois, c'est des chiffres qu'on aime vraiment pas regarder. Excuse-moi pour le bruit. Il me semble qu'il était trop penché le micro. Fait que c'est ça. Des fois, c'est très délicat. La personne est excessivement malade, mais elle est encore toute là. Elle est juste en repos au lit parce qu'elle n'est plus capable de rien faire. Manger, c'est quasiment une activité de haut niveau. Puis ce que je veux te partager, c'est que ça peut aller très vite. Il y a des gens qui... ça n'arrive pas à tous les coups, là. Des fois, c'est plus long, mais il y avait une personne en début de corps de travail, elle faisait des... elle était encore capable de parler, elle était encore capable de gestualiser dans son lit, elle était toute là, mais elle était plus capable, elle était trop essoufflée. Puis il y a eu, si je me souviens bien, un arrêt des traitements pour garder ses fonctions vitales. Il y a eu un arrêt de traitement, puis dans les 3 heures qui suivaient, cette personne-là est décédée. C'est ça. Fait que ça va très vite. J'étais pas présent pendant tout ce processus-là, pendant tous les 3 heures, parce que je couvrais partout. Mais à un moment donné, je passe. Le patient est là, il gestualise. Puis vers la fin de soirée, il est mort. Fait que ça va vraiment vite, là. C'est pas parce que t'es lucide
tu es capable de prendre un verre d'eau, tu es capable de faire un mot croisé, que tu n'es pas à l'article de la mort. Si tes poumons sont trop malades, ça paraît. Ça paraît, mais c'est ça. C'est tellement de quoi qui est subitement arrivé. Ça m'a sonné une cloche. J'ai fait, c'est bien trop rapide. T'sais. Mais cette personne-là était juste plus capable. Puis ça arrive des fois qu'il y a des gens qui se font intuber, qui sont inertes avec la médication. Puis parce que ils respirent tellement pas bien qu'ils ont besoin d'une machine pour respirer à leur place. Puis des fois, ils regagnent du bon. Fait que là, il diminue l'intensité de la machine. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être qu'il l'arrête tout simplement. Puis là, il est capable de respirer par lui-même. Puis après ça, il se fait extuber. Puis là, il reste avec le gros masque. Là, ça s'améliore. Mais là, il y a quoi qui se passe? Les radios annoncent que ses poumons sont fibrosés au bout. Fait que là, il respire de moins en moins bien. Ça va de moins en moins bien. Ses poumons se dégradent. C'est vraiment en surface. Là. Je suis juste préposé. Je n'ai pas accès à toutes les infos. Mais en gros, c'est ça l'histoire. Puis là, si la machine, elle ne suffit plus, même à 100%, il le réintube. Puis là, plus que ça va, plus que de complications, moins capable de gérer. Sont plus en mesure de gérer toutes les complications. Puis le décès peut arriver après ça. Tu peux remonter à la pente, mais c'est pas garanti. Il faut. C'est vraiment le temps qui fait ses preuves pour avoir travaillé souvent. Là, je suis retourné dans le module COVID. J'ai accès vraiment à. Je côtoie plein de patients. Là. Fait que j'ai toutes sortes d'événements qui se passent, puis tout peut arriver. T'es pas condamné, mais t'es pas assuré de survivre si ta condition se voit améliorer en processus d'hospitalisation. Fait que j'espère que tu as apprécié. C'est un sujet quand même assez lourd. C'est ça, j'ai pris comme les 3 témoignages les plus significatifs pour moi. C'est ça, c'est les 3 shots que je me suis posé le plus de questions sur. Il me semble que c'est drastique. Il me semble que ça m'a touché. Ça m'a vraiment atteint. J'ai côtoyé d'autres personnes qui étaient décédées. J'ai aidé. J'ai emballé du monde aussi là, à pocheter. Là. C'est pas quelque chose que tu fais à tous les jours, mais si tu travailles dans le domaine, il va falloir que tu t'attendes à faire ça. Puis il n'y a pas de préparation. Tu le vis, ça te dérange pas ou ça te terrorise. Ça peut t'atteindre de plus ou moins, de proche ou de loin. Puis c'est vraiment en le faisant que tu vas le découvrir. Fait que si tu avais des appréhensions sur je veux pas, un mort, ça me fait peur. J'avais peur de la mort, des morts, du cadavre. Ça me faisait peur. Mais après mon premier, après mon 10, mon 15e, ça va. J'espère que tu apprécies le témoignage. N'hésite pas à t'abonner, à liker, partager, commenter. Toutes des choses qui sont extrêmement bénéfiques pour m'encourager, pour faire grandir la chaîne. Puis, stay tuned. Salut!